Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où Russie et Ukraine s'affrontent, et cela depuis près de 3 ans. Au fond, les cartes disent parfois mieux que beaucoup de choses. Cette carte, c'est celle, en effet, de l'Ukraine. Vous la voyez. Les zones assurées, ce sont celles que la Russie a conquises dès 2014. C'est sa première guerre d'agression. Ensuite, on a eu les accords de Minsk. La France, d'ailleurs, a été chargée de son suivi avec l'Allemagne. Et ça a été un cessez-le-feu, des discussions politiques. Et nous espérions, et nous avons vraiment produit beaucoup d'efforts pour que les choses se stabilisent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en février 2022, lundi, ça fera 3 ans jour pour jour, la Russie a lancé une guerre d'agression. Elle avait massé des troupes tout au nord et à l'est de l'Ukraine, des centaines de milliers d'hommes, et elle a envahi. Elle est d'ailleurs descendue jusqu'à Kiev, on l'a oublié aujourd'hui. Février 2022, la Russie nous dit on va mener une opération spéciale, ça durera 3 semaines, on va envahir l'Ukraine. Alors 3 ans après, c'est un échec de la Russie, parce qu'elle ne l'a pas fait. Elle a commis le pire et des crimes de guerre terribles à Boutcha, mais l'Ukraine, par la bravoure de ses soldats, son organisation a complètement repoussé au nord du pays. Et depuis 3 ans, on a en effet la guerre dans cette zone que vous voyez, qui est en rose un peu plus foncé. Et ce qui est limité en jaune là, eh bien, c'est ce que la Russie veut conquérir en quelque sorte. Et donc vous voyez que depuis 3 ans, c'est sur un petit, au fond, théâtre de jeu que les choses se passent. Mais cette guerre est terrible parce qu'elle fait depuis 3 ans, en ce moment même, environ 1000 morts par jour sur le théâtre d'opération. 1000 morts par jour, de part et d'autre. Ce qui fait 1000 morts et blessés par jour de part et d'autre. Ce qui fait que depuis le début de cette guerre d'agression lancée par la Russie, on a environ 1 million de morts et de blessés au total. Donc le bilan humain, vous le voyez, est colossal. Alors nous, dès le début, qu'est-ce qu'on a fait? On a sanctionné la Russie parce qu'elle a lancé cette guerre d'agression, elle ne respectait pas le droit international, elle nous menaçait. On a tout de suite réagi dès le lendemain. Et puis on a aidé l'Ukraine. Mais on s'est toujours donné une règle, aider l'Ukraine à résister, mais nous ne sommes pas partis de cette guerre et on ne veut pas d'escalade. Depuis 3 ans, cette situation est là. L'Ukraine a formidablement résisté, mais la situation est évidemment très préoccupante. Quel est notre objectif? Une paix durable et solide. Une paix parce que vous le voyez bien, ça ne peut pas durer. Et en quelque sorte, l'Ukraine ne peut pas reconquérir par la voie militaire ses territoires. Et la Russie ne peut pas, par une voie militaire, aller beaucoup plus loin. Et le bilan humain est énorme. Et donc nous, notre objectif, c'est d'avoir la paix, mais une paix durable, c'est-à-dire une paix qui permet à l'Ukraine d'être stable, d'avoir des garanties de sécurité, d'avoir le droit international qui est reconnu, une paix qui soit négociée par les Ukrainiens, et comme on le voudrait pour nous-mêmes si ça nous arrivait, un plan de reconstruction, etc., etc. En même temps que la Russie a fait tout cela, elle s'est réarmée. Plutôt, elle a accru son armement. Et ça, c'est quelque chose qui s'est accéléré dans les dernières années. Elle a produit un effort de guerre considérable, ce qui fait que la Russie aujourd'hui, elle investit dans la production des armements 10% de son produit intérieur brut. Nous, en France, c'est 2%, et on a quasiment doublé notre budget depuis que je suis là. Donc, vous voyez l'effort qui est produit, c'est beaucoup plus que tous les autres pays, et c'est à nos frontières, aux portes de l'Europe. Donc, c'est une menace en soi. Et la Russie, pour vous donner là aussi quelques chiffres, mais elle a des capacités aujourd'hui qui se sont développées, et qui sont considérables. Je vous mets là des chiffres du ministère des Armées, mais je peux vous les dire. C'est 1 300 000 hommes, 8 000 blindés, 1 200 avions de combat, 900 hélicoptères. Et elle continue de produire. Ce qui fait qu'au-delà du théâtre ukrainien, la Russie est une menace pour les Européens si elle continue à être aussi prédatrice. Et en fait, elle l'est. Parce que ces dernières années se sont multipliés les assassinats d'opposants politiques, les actes terroristes sur le sol européen, chez les Britanniques par exemple, des menaces qu'on appelle hybrides, c'est-à-dire pousser des migrants à la frontière pour déstabiliser un pays, ce qui a été fait ces derniers mois encore à la frontière avec la Pologne, des attaques cyber massives, à peu près partout en Europe, des manipulations d'élections, comme en Roumanie. Et puis la Russie, elle a changé de posture ces dernières années parce qu'elle a accru sa menace à notre égard. Je vais vous donner 2 choses très simples qui ont été impensables il y a même 3-4 ans. Elle a décidé ces derniers mois, sur le front ukrainien, d'impliquer plusieurs milliers de soldats nord-coréens. Et ça, c'était impensable pour nous, mais c'est arrivé. Et donc, elle a de fait mondialisé ce conflit.
Et puis autre chose, elle a accru sa coopération avec l'Iran. Parce que l'Iran lui a donné des drones, des instruments pour se battre qu'on voit sur le théâtre ukrainien. Et en même temps, elle a aidé l'Iran à s'équiper, s'armer, et elle a aidé l'Iran dans son programme nucléaire. Et ça, c'est très grave pour notre sécurité et la sécurité de beaucoup de nos amis. Donc au total, une guerre terrible, c'est la responsabilité de la Russie. Une Russie qui a accéléré son réarmement et son agressivité, qui est une menace pour nous. Et qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? Notre premier allié, plus puissant de notre alliance, qui est l'organisation transatlantique Nord, l'OTAN, a dit pendant sa campagne, c'est ce qu'a fait le président Trump, cette guerre est terrible, elle est ridicule, je vais la régler en 24 heures. Et donc la crainte de tous à ce moment-là, ça a été de dire, c'est la régler en 24 heures, si c'est abandonner l'Ukraine, c'est terrible pour nous. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le droit international n'est plus respecté sur notre continent, ça veut dire que c'est une défaite stratégique vis-à-vis de la Russie, pour les Européens et pour les Américains, et ça veut dire que la Russie prendrait en plus possession d'une grande armée de l'Europe, l'Ukraine, et puis pourrait aller encore plus loin et serait inarrêtable. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé d'agir diplomatiquement. Dans ce bureau même d'où je vous parle, au mois de décembre dernier, j'ai reçu le président Trump et le président Zelensky pour qu'ils puissent se parler et pour convaincre le président Trump en lui disant « on veut la paix, on pense comme vous, mais cette paix, en fait, il faut qu'elle soit durable et qu'elle prenne en compte donc les intérêts des Ukrainiens et des Européens, parce que nous sommes vos alliés, parce que vous ne pouvez pas être faible à l'égard de la Russie. » On a beaucoup travaillé entre Européens, entre alliés, avec aussi le Canada, la Norvège, l'Islande et plusieurs autres, et on a essayé justement comme ça de bâtir des propositions. Il y a eu une accélération ces dernières semaines. Reprise des contacts directs entre la Russie et les États-Unis d'Amérique, des propos qui ont parfois inquiété, un doute sur le soutien durable des États-Unis à cette alliance et à sa présence en Europe. Tout ça a beaucoup inquiété les Européens et a créé du trouble, il faut bien le dire. Et c'est pour ça que nous nous sommes activés, que j'ai réuni ici plusieurs Européens dès lundi, que j'ai parlé à tous les autres Européens, des non-Européens aussi alliés, je vous le disais, les Canadiens, les Norvégiens, les Britanniques évidemment, les Islandais, et que j'ai ces derniers jours ainsi consolidé les choses, et puis parlé aussi à plusieurs reprises, et au président Trump, et au président Zelensky, que j'aurai d'ailleurs tout à l'heure à 20h. Et au fond, quel est notre objectif? Il est très simple. Premièrement, on doit tout faire pour remettre en quelque sorte la discussion sur le bon rail. Et au fond, nous voulons la paix. Mais on ne veut pas un cessez-le-feu qui soit une capitulation de l'Ukraine. Parce que ça, c'est dangereux. Et ça, on sait que ça conduirait à une Russie qui va plus loin. On l'a déjà vécu. Moi, je l'ai vécu. J'ai eu à le suivre. Donc, on veut les conditions, une pression suffisante, une exigence à l'égard de la Russie et de l'Ukraine pour que on ait une paix durable, qui soit compatible avec le droit international, qui ne soit pas négociée sans les Ukrainiens, parce que c'est pour eux, où les Européens soient autour de la table, parce que c'est notre sécurité collective, et qui nous donne des garanties solides pour l'avenir. 2, nous, Européens, on doit augmenter notre effort de guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a du doute, il y a du trouble, parce qu'on a cette situation d'accélération et de la menace russe, et puis on a aussi des États-Unis d'Amérique qui nous disent, et il faut l'entendre, on a trop payé pour vous, on veut que vous preniez plus votre part du fardeau, et nous, on a aussi d'autres priorités géostratégiques, la Chine et ailleurs. Et donc là-dessus, on peut en quelque sorte s'entendre avec les Américains. Alors nous, Français, en vérité, on l'a déjà fait, on est l'armée la plus efficace d'Europe. On a beaucoup réinvesti, comme je vous l'ai dit, ces dernières années, depuis que je suis président. Puis on a fait des choix historiques. Nous, on a la dissuasion nucléaire, ce que n'ont pas les autres en Europe. Les Britanniques l'ont avec nous, mais ils sont plus dépendants des Américains. Et nous, dans toutes les capacités du jeu, on est vraiment indépendants. Mais nos partenaires européens ont progressivement réinvesti ces dernières années, mais pour beaucoup, dépendent encore des Américains. Et donc, au fond, premier objectif, bien négocier pour une paix durable en Ukraine et défendre nos intérêts. Deuxième objectif pour nous-mêmes, eh bien, on doit monter la posture, on doit dépenser davantage, mieux, en Européens ensemble, et prendre très rapidement des décisions au niveau national et européen pour avoir une Europe plus autonome, plus forte, parce que c'est notre sécurité qui est en jeu. Voilà, ça c'est l'objectif du moment, des prochains jours pour l'Ukraine, mais dès maintenant on doit accélérer. Ce qui fait que, et c'est pour ça que je voulais aussi que les forces politiques soient conscientes de cela, je voulais vous en parler, on va avoir des initiatives diplomatiques à prendre, un plan à vraiment concevoir avec les Ukrainiens, avec l'ensemble de nos partenaires européens et alliés,
C'est ce plan qu'on va discuter aussi avec les Américains pour essayer de bâtir cette paix solide et durable avec les Ukrainiens autour de la table. Et puis, on va devoir faire des choix. Et donc, au fond, le message que je veux vous passer, c'est qu'on rentre dans une nouvelle ère. Ça avait déjà commencé, en vérité, depuis plusieurs années, progressivement, parce que ça fait une quinzaine d'années que les États-Unis d'Amérique nous disent à plusieurs reprises, nous ne sommes plus, vous n'êtes plus notre priorité. Et je respecte cela. Il y a eu la période de pandémie où on a vu parfois aussi des moments où notre dépendance nous coûtait. On l'a vécu depuis 2022, où il y a quand même eu un sursaut européen, sous présidence française, à Versailles en particulier, au sommet qu'on avait fait. On rentre dans une nouvelle ère. On n'est plus sûr d'avoir ce qu'on appelle les dividendes de la paix, ce que nos aînés, nos grands-parents ont eu. C'est-à-dire un monde en paix où on pouvait, en quelque sorte, réfléchir pour nous-mêmes dans un monde où il n'y avait plus de risque. Le risque est là. Et donc, ce qui veut dire que nous, Français, on a une armée forte. Je vous l'ai dit, c'est la plus efficace d'Europe. Et on y a passé beaucoup d'énergie, de temps, et on y a mis beaucoup d'argent ces dernières années. Et on a des femmes et des hommes extraordinaires qui sont engagés. Mais on rentre dans un moment où on va devoir, en quelque sorte, avoir encore plus de force d'âme et lever la posture en raison de tous ces risques. On va devoir réinvestir encore plus, Français et Européens. Et on va devoir renforcer notre défense et notre sécurité. C'est pas que les armées, c'est renforcer notre sécurité cyber, renforcer notre sécurité sur nos réseaux sociaux, nous protéger des interférences et des attaques, renforcer en quelque sorte notre force d'âme comme nation et nous consolider. Et le faire pour nous-mêmes en tant que Français et le faire en solidarité avec les Européens parce qu'on partage les mêmes intérêts de sécurité. Et être ce pilier européen fort au sein de l'Alliance transatlantique qui, j'espère, restera unie. Mais c'est une nécessité. Voilà, je sonne un peu le tocsin ce soir, c'est pour ça que je voulais vous parler et puis répondre à toutes vos questions, parce que j'ai la conviction qu'on rentre dans une ère nouvelle. Et elle va nous imposer des choix. Et donc on va devoir aussi revisiter nos choix budgétaires, nos priorités nationales dans ce monde qui commence. La Russie, elle est déjà agressive avec l'Europe tout entière. Ça a commencé, ça s'est intensifié. Et c'est ça ce que je vous disais. Je vous disais, elle aide l'Iran, qui est une menace, elle met des soldats nord-coréens sur le sol européen, elle a une armée très forte, elle nous attaque sur l'information, le cyber, la migration, mais j'aurais pu citer d'autres choses. C'est une menace dans le spatial, elle a eu des actions très agressives dans le spatial, elle nous déstabilise, elle attaque nos intérêts en Afrique, elle nous provoque, elle nous teste en mer comme dans les airs, et elle a cet effort de guerre que j'évoquais. Donc oui, elle est déjà en quelque sorte dans ce qu'on appelle une guerre hybride, c'est-à-dire qu'elle nous attaque, nous teste, nous conteste dans à peu près toute la gamme du jeu. Si elle devait monter, d'abord, nous Français, ne l'oubliez jamais, nous avons la dissuasion nucléaire. Et donc, ça repose sur vraiment les armes de la dissuasion, c'est-à-dire qu'on a des capacités autonomes. En tant que chef des armées, j'ai la responsabilité de celle-ci avec une doctrine qui est établie et je regarde les intérêts vitaux de notre pays. Et donc ça dissuade normalement les attaques de la part de pays qui seraient trop agressifs avec nos intérêts nationaux. Mais évidemment, la Russie peut tout à fait décider demain d'attaquer, d'être plus agressif, surtout s'il devait y avoir une mauvaise paix en Ukraine ou une défaite. Et à coup sûr, elle irait provoquer d'autres pays européens, membres de l'Union européenne ou pas. À ce moment-là, nous aurions à réagir. Alors oui, nous sommes prêts, c'est tout le sens de l'effort qu'on fait dans le cadre de l'OTAN. On a d'ailleurs des forces qui sont prépositionnées un peu partout. Et la France est dedans. Je montre cette petite carte avec nos efforts. On a 2000 soldats, au moment où je vous parle, on a 2000 soldats dans l'OTAN et qui sont prépositionnés sur ce front de l'Est. Et il y a évidemment, ça c'est la contribution des Français, en particulier en Roumanie où j'ai décidé qu'on se déploie dès février. Mais il y a toutes les forces alliées, beaucoup de forces américaines d'ailleurs qui sont là-bas. Et donc oui, nous sommes organisés pour riposter et tous ces pays et les Européens et les alliés sont forts. Et ils sont forts parce qu'on a monté la posture et parce qu'on a notre allié américain aussi, il faut le dire, qui représente à peu près un tiers de cet effort. Et ce qu'il nous dit, c'est « j'ai besoin que vous preniez davantage ». Et donc à court terme, on sait le faire pour nous-mêmes à coup sûr, pour les Européens à nos frontières de l'Est, oui, parce qu'on a aussi le soutien américain. Et il faut qu'on ait une stratégie à 5-10 ans qui est, nous, Européens, de faire davantage pour décharger les Américains, en quelque sorte, de cette part du fardeau et être encore plus autonomes. Mais la réponse est oui. On sait faire. Et on est prêt. Mais on veut tout faire aujourd'hui pour éviter, c'est tout le sens de la dissuasion. En vrai, on a un conflit en Ukraine dans lequel les Russes
de fait, ont décidé de mondialiser les choses. Quand les Russes se battent avec du matériel iranien, qu'ils utilisent ce qu'on appelle des matériaux duaux, c'est-à-dire ils achètent des choses civiles, pas militaires, aux Chinois, puis ils les convertissent pour en faire des armes, et qui mettent des soldats nord-coréens en Ukraine, ben je vais vous répondre, les Russes, ils ont mondialisé la guerre en Ukraine. Donc, est-ce que ça se limitera à ce théâtre? Il faut l'espérer. C'est pourquoi je soutiens, moi, l'initiative d'avoir la paix en Ukraine. On est d'accord avec le président Trump. Il faut la paix en Ukraine. Simplement, on ne veut pas que cette paix soit une capitulation. On ne veut pas que cette paix soit simplement un cessez-le-feu qui ne serait pas respecté, on le sait, parce qu'elle renforcerait la Russie dans son agressivité et qu'elle sacrifierait le peuple ukrainien. Aujourd'hui, on équipe, on fournit des armes, on fournit des avions, on entraîne, etc. Mais comme vous le savez, nous ne sommes pas engagés. On n'a pas de combattants. Et aujourd'hui, nous ne comptons pas envoyer de combattants en Ukraine. On compte plutôt essayer de trouver cette négociation et de prendre le président Poutine au mot, revenez à la table des discussions, négocier une vraie paix durable. Par contre, ce que nous n'excluons pas, mais dans un cadre planifié, avec nos alliés, c'est de pouvoir avoir des forces qui, une fois la paix négociée, pourraient contribuer à garantir la sécurité de l'Ukraine. Et ça, ce sont des forces qui seraient là, comme on a pu le connaître par le passé, dans d'autres territoires après des guerres, qui sont là pour signer une présence, et en quelque sorte dire des puissances qui sont membres de l'OTAN sont là et garantissent la sécurité dans un territoire qui n'est plus une zone de conflit. Et donc, ça n'est pas nous mettre à risque, mais c'est signer une solidarité. C'est encore trop tôt ici pour donner des détails. On en a beaucoup parlé avec les Britanniques, avec d'autres pays. C'est une partie des discussions qu'on a entre Européens. Parce qu'évidemment, pour garantir la sécurité ensuite des Ukrainiens, il faudra que l'ensemble des alliés soient là pour éviter, comme je vous l'ai dit, que la Russie sinon ne recommence, parce qu'elle recommencera. C'est ce qu'elle a toujours fait ces dernières années. Donc pas de chèque en blanc. Mais on n'est pas aujourd'hui, en tout cas dans la situation, je n'ai pas décidé demain d'envoyer des troupes en Ukraine, non. Et ce qu'on envisage plutôt, c'est d'envoyer des forces pour garantir la paix une fois qu'elle sera négociée et signée.